Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième et dernier webinaire que nous avons le plaisir de co-animer encore avec nos partenaires Vaughan Avocats et Expateo. Il est 9h32, donc on a 2 petites minutes de retard, mais ce que je vous propose de faire, c'est d'attendre les derniers participants et de se laisser 1 ou 2 minutes avant de commencer, si ça vous va. Alors, la particularité de ce webinaire, c'est que vous avez une partie droite sur votre écran dans laquelle on peut échanger par chat. Vous pouvez poser toutes vos questions et on va poster régulièrement des sondages aussi auxquels on vous encourage fortement à participer. Les sondages sont confidentiels pour les autres participants, donc n'hésitez vraiment pas à nous expliquer un peu comment ça se passe chez vous. Voilà un peu pour les onglets sur la droite. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On attend encore un petit peu et puis après je vous propose de commencer. Pour ceux qui pourront peut-être pas nous suivre jusqu'à la fin, on vous enverra le replay du webinaire une fois que ce sera terminé par email. Comme ça, vous pouvez partager avec vos collègues si ça vous intéresse ou revoir la présentation. Je souhaite la bienvenue aux participants aussi. Sophie, Claubel, Mathieu, Marie. Bonjour à tous, bienvenue au dernier participant. On va peut-être commencer, si ça vous va. Voilà, je disais au tout début, pour ceux qui n'étaient pas là, que c'était le troisième et dernier webinaire qu'on organise avec Expateo et Vaughan Avocats. Un vrai plaisir d'animer ces webinaires experts avec ses partenaires. Donc moi, je suis toujours Caroline Treuillard, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, de me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directrice générale de Mobility Plans Group. Nous, on vous accompagne dans la compliance des formalités pour toutes les mobilités sur 3 expertises: immigration, protection sociale et détachement. Et on a créé fin 2020 France Détachement. Donc, ce sont des services experts dédiés au détachement avec un joli logo rose framboise. Voilà, le sujet de ce dernier webinaire, le sujet du webinaire de ce matin, c'est la compliance dans la gestion de la mobilité des détachés prestataires de services en France. C'est un vrai sujet. On va aborder la question des risques et des solutions de gestion. Donc, on a 3 intervenants. Marie Leclerc, experte immigration et détachement, qui nous parlera des formalités administratives et de la méthodologie d'accueil pour les salariés détachés dans le cadre d'une prestation de service internationale. Ensuite, on abordera la question des risques et des sanctions liées au droit du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité, avec Mathieu Bazus de Vaughan Avocats. Puis la digitalisation, donc Sophie Cerisier et Claubel Tongba nous présenteront leur outil de compliance et de gestion appliqué au détachement. On est ensemble pour une bonne demi-heure, je dirais 30-45 minutes max, pour vous laisser le temps de repartir travailler par la suite. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions du coup dans l'onglet questions qui se trouve sur la droite de votre écran. Et on prendra le temps à la fin de répondre à toutes les questions. Si on n'a pas le temps, on vous fera un petit retour individuel par la suite. Je le disais tout à l'heure, la particularité de ce webinaire, c'est qu'on a des sondages qui vont apparaître au fur et à mesure de la présentation par les différents intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas à participer. Les réponses sont confidentielles pour les autres participants. Voilà, je pense que tout fonctionne. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un smiley pour confirmer que tout fonctionne, que vous entendez bien et que vous êtes prêts pour cette présentation. Je passe du coup la parole à Marie Leclerc. Merci Caroline. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît opportun de rappeler la définition et de délimiter le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Un salarié détaché
C'est un salarié envoyé temporairement par son employeur étranger sur le territoire national dans le cadre d'une mission, étant précisé évidemment que l'entreprise employeur doit être régulièrement établie à l'étranger et y exercer des activités substantielles. Plusieurs situations de détachement sont prévues par le Code du travail et les principaux cas sont les suivants, vous les connaissez déjà. Le détachement intragroupe et le détachement dans le cadre d'un contrat de prestation de services international. C'est cette deuxième hypothèse qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ce type de détachement est réalisé pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établie ou exercée en France. Par exemple, peuvent être considérées comme prestations de services les activités de nature industrielle, commerciale ou artisanale, réalisées dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise étrangère prestataire et le bénéficiaire, l'entreprise d'accueil, moyennant un prix convenu entre eux. Donc il faut bien un contrat conclu entre l'entreprise étrangère et l'entreprise d'accueil. Et dans le cadre de ce contrat, des salariés détachés sont envoyés en France. La prestation de service est par nature temporaire et elle a pour objet la réalisation d'un travail spécifique selon des moyens propres et un savoir-faire particulier. C'est par exemple le cas dans le cadre d'opérations de sous-traitance, de capacité ou de technicité. Le détachement, vous le savez, est une situation très encadrée. L'employeur étranger qui envoie un ou plusieurs salariés prestataires de services en France a donc des obligations liées directement au statut de travailleur détaché. Et ce sont de ces obligations de l'employeur que découlent directement celles de l'entreprise d'accueil, que l'on peut alors considérer comme co-responsable en cas de manquement de l'employeur. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'entreprise d'accueil ne peut pas se dédouaner en invoquant que les obligations incombaient uniquement à l'employeur étranger. Au titre de ces obligations, il faut évidemment déclarer les prestataires de services, s'assurer qu'ils sont bien en possession des documents d'immigration, parce que oui, il peut y avoir des formalités d'immigration avant de pouvoir accueillir des prestataires de services au sein de votre entreprise, que ce soit l'obtention d'une autorisation de travail ou l'obtention d'un visa auprès du consulat à l'étranger. Il faut également vérifier qu'ils sont bien couverts par une sécurité sociale, soit par le maintien d'une sécurité sociale à l'étranger ou une immatriculation à la sécurité sociale française. Évidemment, de ces obligations découlent des risques. Les principaux sont le risque pénal, même si c'est évidemment et heureusement le plus rare. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est le risque de réputation et de mauvaise presse, le risque d'être dans le collimateur de l'inspection du travail, le risque financier d'amende, c'est-à-dire le paiement des dettes fiscales et sociales de l'entreprise étrangère et le risque de suspension ou d'interdiction de la prestation. Je crois que c'est ce risque-là qui est le plus important finalement. Et ce qui m'amène à vous poser la question, étiez-vous ou êtes-vous plutôt au courant de ces obligations qui vous incombent lorsque vous signez un contrat de prestation de services international? Je vous laisse répondre dans l'onglet sondage. Voilà. Hem, L'entreprise d'accueil en France est donc tenue à un devoir de vigilance dans plusieurs domaines. Je vais laisser, maître Mathieu Bazu entrer un peu plus, dans les détails tout à l'heure, mais au titre de ce devoir de vigilance, l'entreprise d'accueil doit par exemple vérifier que la déclaration de détachement comportant la désignation d'un représentant a bien été transmise à l'inspection du travail via le téléservice, CIPSI. Et à défaut de s'être fait remettre l'accusé de réception, généré lors de la transmission de la déclaration par l'entreprise étrangère avant le début du détachement. C'est un accusé de réception qui est reçu par email, hein, généré une fois que la déclaration est transmise sur le téléservice IPSI. Si l'entreprise d'accueil ne reçoit pas cet accusé de réception, elle est tenue dans les 48 heures qui suivent le début du détachement, de faire une déclaration que l'on appelle déclaration subsidiaire pour pallier ce manquement de l'entreprise étrangère. Donc c'est une véritable obligation qui incombe à l'entreprise d'accueil. L'instruction que vous connaissez peut-être de janvier dernier, l'instruction du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui date du 19 janvier, si ma mémoire est bonne, précise même que le donneur d'ordre, donc l'entreprise d'accueil, pardon, doit demander la déclaration avant le détachement et que il doit vérifier il ne doit pas procéder à une vérification approfondie, mais il doit vérifier les informations
qu'il ne pouvait ignorer, c'est-à-dire des informations manifestement incomplètes ou erronées sur des aspects qu'il ne peut ignorer. Si, à défaut, il peut être sanctionné pour non-respect de son obligation de vigilance. Et là, vous comprenez bien que c'est particulier parce qu'on parle d'une obligation qu'on ne peut ignorer. Quelles sont les obligations qu'une entreprise d'accueil ne peut ignorer? Là est toute la question. Heureusement, l'instruction donne un exemple d'une déclaration d'un détachement qui ferait état, par exemple, de 3 salariés détachés, alors qu'un effectif de 10 salariés serait effectivement détaché dans les locaux ou sur le chantier. On se rend bien compte que c'est une information qu'on ne peut ignorer. C'est à savoir comment les inspections du travail vont interpréter cette obligation de vérification qui n'est pas une vérification approfondie. Finalement, s'il y a une vérification, même si elle n'est pas approfondie, reste à savoir qui s'occupe des prestataires de services au sein de l'entreprise d'accueil. Et je crois que c'est un des principaux problèmes dans les entreprises d'accueil, c'est de savoir qui gère les prestataires de services. On a remarqué que chaque service a tendance à penser qu'un autre se charge des formalités d'accueil de ses salariés. Le service juridique qui pense que les ressources humaines s'en occupent, qui renvoie à la mobilité internationale, pardon, qui pense que c'est le service achat qui signe les contrats et donc s'occupe de l'accueil des prestataires de services. Finalement, chacun se renvoie la balle et c'est précisément en se renvoyant la balle que même si on connaît les obligations, si la bonne personne au sein du bon service n'est pas renseignée, il peut y avoir des répercussions énormes sur l'entreprise d'accueil. Donc l'idéal vraiment, ce serait d'alerter tous les services susceptibles de voir passer ces salariés. Voilà pour ces informations. Je vais maintenant laisser Mathieu qui va vous détailler les obligations et les sanctions courues un peu plus en détail. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme indiqué par Marie, la prestation de services international depuis l'étranger vers la France va générer des obligations et des actions à la charge du prestataire étranger d'une part, mais du donneur d'ordre aussi en France. Les obligations du prestataire vont notamment impacter les points de vigilance du donneur d'ordre. Donc, il y a l'obligation de communiquer certaines informations et certains documents en France, mais également le prestataire étranger devra communiquer et respecter des obligations avant et pendant le détachement du salarié. Avant le détachement, l'employeur étranger doit ainsi soumettre une déclaration préalable de détachement et nommer un représentant en France via cette déclaration. Il existe des exceptions cependant qui permettent d'être dispensé de ces obligations s'il s'agit d'une prestation de service international de courte durée concernant certains secteurs limitativement énumérés. Ça va notamment concerner les artistes, les apprentis en mobilité internationale, les sportifs et les accompagnants, les délégués officiels, les chercheurs ou enseignants qui interviennent dans des colloques ou des séminaires. Dans ces cas-là, on va être dispensé de cette déclaration préalable. Le défaut de cette déclaration générera une amende administrative. En cas de non-paiement de cette amende par le prestataire, une interdiction de détachement future peut être prononcée pour une durée de 2 mois, pouvant être renouvelée. Vous, en qualité de donneur d'ordre, la société française doit donc vérifier que cette déclaration préalable a bien été effectuée. Pour bien vérifier ce point, vous devez vous faire remettre la copie de l'accusé de réception de la déclaration préalable au détachement. Depuis le 30 juillet 2020, cette déclaration doit être effectuée tous les 6 mois. Vous devez donc également vérifier le renouvellement de cette déclaration en vous faisant remettre la copie du renouvellement. En l'absence de cette déclaration ou de renouvellement de cette déclaration, vous devez, en tant que donneur d'ordre, indiquer à la DRET, donc l'ancienne directe, dans un délai de 48 heures, ce manquement. À défaut, vous, en tant que donneur d'ordre, vous êtes passible d'une amende administrative de 4 000 € par salarié, pouvant être doublée, et la suspension de la prestation pendant 1 mois peut être également prononcée. Donc, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, il y a des sanctions pécuniaires, mais aussi des sanctions plus gênantes au niveau de la suspension de la prestation. Avant la prestation, le donneur d'ordre doit également se faire remettre par le co-contractant une attestation sur l'honneur, indiquant que s'il a été condamné, notamment à des amendes, il a bien payé ses amendes et à défaut, donc si vous ne faites pas remettre cette attestation, en qualité de donneur d'ordre, vous pouvez être tenu responsable de façon solidaire au paiement des dettes. C'est donc très important de vérifier ce point. Donc ça, c'est pour les obligations préalables.
Ensuite, pour tout contrat qui est au moins égal à 5 000 €, le donneur d'ordre en France doit procéder à des vérifications additionnelles lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois. Donc, il faudra notamment se faire remettre des formalités d'immatriculation prouvant l'identification du prestataire et l'immatriculation de ce prestataire au registre professionnel de son pays d'origine. Il faudra également vérifier la régularité de la situation sociale du prestataire. Si le salarié qui vient prester en France est détaché d'un point de vue de la sécurité sociale, il faudra se faire remettre une copie du certificat A1 et une attestation de régularité des déclarations et des paiements dans le pays d'origine. Si le salarié n'est pas détaché d'un point de vue de la sécurité sociale, il devra cotiser en France, il sera soumis au régime obligatoire français. Le prestataire étranger devra donc communiquer une attestation de déclaration sociale et de paiement de ses cotisations et contributions en France. Et pour bien être sûr que cette attestation est correcte, vous devrez en demander l'authenticité auprès des URSSAF. Enfin, donc, il faudra également vérifier que le prestataire n'emploie pas de salariés étrangers sans autorisation de travail. Pour vérifier ça, on vous recommande de vous faire remettre la liste nominative des salariés étrangers qui vont venir prester en France. Et avec la nationalité de ces salariés, vous pourrez identifier ceux qui n'ont pas la nationalité de l'Union européenne et qui peuvent donc venir travailler en France sans autorisation de travail. Et du coup, vous pourrez lister les salariés qui ont besoin d'une autorisation de travail et demander donc la copie de cette autorisation de travail pour ces salariés. À défaut de ces vérifications, il faut être tenu solidaire au paiement des salaires, des accessoires, des cotisations de sécurité sociale. C'est donc important pour vous de vérifier ces points, donc au moment de la conclusion du contrat et tous les 6 mois. Donc c'est quelque chose qui va être sur la durée de la prestation. Ensuite, en parallèle, il se peut qu'en qualité de donneur d'ordre, vous receviez des injonctions de la part d'un agent de la DREETS. Attention, parce que cette demande va s'adresser s'il y a un manquement de la part du prestataire étranger, mais vous, en tant que donneur d'ordre, vous devez agir très rapidement dans les plus brefs délais. Dès réception de la demande, il convient de contacter le contractant pour l'informer de la situation et lui demander de faire cesser immédiatement le manquement constaté. Vous pouvez recevoir des injonctions pour différents éléments. Le premier, par exemple, c'est le salaire minimum. Dans ce cas-là, il faut transmettre la réponse ou l'absence de réponse du prestataire dans les 7 jours auprès de la DREETS. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez être tenu responsable de façon solidaire pour le paiement des salaires et des charges sociales encore également, sauf si vous avez dénoncé le contrat. Et si le contrat n'est pas dénoncé, vous encourez également une suspension pendant 1 mois de ce contrat de prestation de service. Vous pouvez également, en tant que donneur d'ordre, recevoir une injonction concernant l'hébergement collectif. Dans ce cas, il faut contacter par écrit le co-contractant légalement le plus rapidement possible. Et s'il n'a pas répondu dans un délai de 24 heures ou s'il n'a pas mis en place les éléments permettant de régulariser la situation, vous, en tant que donneur d'ordre, vous devez prendre en charge et sans délai l'hébergement dans des conditions compatibles avec la dignité. Donc là aussi, c'est important de vérifier en amont ces conditions-là. Le dernier point concernant la responsabilité du donneur d'ordre en cas d'injonction est le respect du socle impératif français prévu par l'article M1262-4 du Code du travail. En cas de non-respect de ces obligations et à défaut d'enjoindre le prestataire ou de non-communication de la réponse du prestataire si on lui envoie un courrier, vous, en tant que donneur d'ordre, vous pouvez être sanctionné d'une amende de 1 500 € et la prestation de service peut être suspendue pendant 1 mois. Donc, c'est important de le noter. Pour rappel, juste pendant la prestation de service en application de la Convention Rome 1, le droit applicable à l'avenant de détachement signé entre le prestataire de service et le salarié reste le droit du pays d'origine. Mais suite à la transposition de la directive service de 96, les dispositions prévues à l'article 1262, donc -4 du noyau dur, doivent être respectées. Et dans ce cas-là, il s'agit notamment de la durée du travail et du salaire minimum. Et depuis la transposition de la directive du 28 juin 2018, il s'agit également du remboursement des frais professionnels et de l'égalité de traitement. Attention, parce que pour les missions supérieures à 12 mois, c'est l'ensemble du droit du travail français qui va s'appliquer, à l'exception de certaines règles sur la conclusion du travail, la rupture, les clauses de non-concurrence et la retraite complémentaire. Du coup, lorsqu'une prestation de service est prévue pour une durée supérieure à 3 mois, on recommande aux prestataires étrangers de faire un avenant de détachement, non pas sur le schéma habituel qu'il a l'habitude de faire dans son État, mais plutôt de prendre en compte
quasiment un contrat de travail français, comme ça on est sûr de respecter l'ensemble des dispositions du droit français. Je souhaite faire un petit zoom particulier sur la rémunération minimale et voir ce que ça comprend et ce que ça ne comprend pas. Donc la rémunération minimale, par exemple, va prendre en compte le salaire minimum conventionnel, les congés payés, la majoration pour les heures supplémentaires, les avantages en nature prévus par la convention collective, certaines primes et indemnités prévues par la convention collective, comme par exemple la pénibilité au travail, l'ancienneté. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour déterminer la rémunération minimale. Attention, parce que ne sont pas pris en compte les remboursements de frais professionnels, comme par exemple les frais liés au logement, au transport ou au repas. Un autre point également difficile, c'est la durée du travail. La durée légale en France, c'est 35 heures, donc il faudra être vigilant si le salarié, dans son avenant de détachement, un contrat de 39 heures par exemple, et qui vient en France pour travailler 35 heures, il faudra voir, pour aménager sa rémunération avec des heures supplémentaires, voir s'il n'y a pas la possibilité d'aménager de façon différente son temps de travail. Donc attention, sur ces deux éléments sont vraiment les plus sensibles. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous en matière de droit du travail, c'est la santé. L'employeur étranger est soumis, dans le cadre d'une prestation de service, au respect des dispositions du Code du travail français en matière de santé au travail. Donc attention, ça va générer des obligations à la charge du donneur d'ordre parce que le salarié qui va venir prester en France va peut-être être soumis à une obligation de visite médicale, et ce sera au donneur d'ordre à assurer cette visite médicale. Mais le point le plus important sur la santé au travail, pour un salarié détaché qui vient faire une prestation de service, c'est en cas d'accident du travail. S'il arrive un accident du travail au salarié détaché en France, c'est vous, en qualité de donneur d'ordre français, qui devez, dans les 2 jours, déclarer cet accident du travail à l'inspection du travail du lieu de survenance de cet accident. Donc, attention à ces éléments. Donc là, on vient de faire un petit topo sur le droit du travail. On a vu des obligations préalables, celles qui doivent être faites au moment de la conclusion et pendant l'exécution du travail, de la prestation. Et donc, je vous propose rapidement un petit sondage pour voir si en interne, vous avez des process en cas d'injonction de l'inspection du travail. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il fallait être réactif, il fallait informer dans les 48 heures parfois. Donc, voir si vous avez en interne mis en place un process qui vous permet d'être efficace et réactif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une demande d'injonction, ça peut être une porte ouverte à un contrôle. Donc, il faut être très réactif sur ces questions-là. Du coup, bon. Donc, le deuxième point que je souhaite aborder avec vous, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, donc, soit le salarié va être détaché en France, soit il va être expatrié. S'il est détaché, l'employeur étranger aura l'obligation de faire une action pour obtenir un certificat de détachement. À défaut, c'est le principe de territorialité qui va s'appliquer et le salarié devra cotiser en France et l'employeur aussi. Si le salarié est au sein de l'Union européenne, la demande va être faite sur la base du règlement 883/2004 et donc pour une prestation de service international courte durée, généralement, on va pouvoir faire une demande sur la base de l'article 12 du règlement et le détachement sera a priori accordé de façon quasi automatique. Si la durée de détachement est prévue pour une durée supérieure à 24 mois, il faudra faire une demande dérogatoire sur la base de l'article 16. Donc là, c'est un accord entre les deux États qui permettra d'avoir l'accord du détachement. Si on est hors UE, il faudra regarder s'il y a une convention de sécurité sociale. Et attention, il faudra regarder chaque convention de sécurité sociale parce que le champ d'application peut être différent, les éléments de protection peuvent être différents selon les conventions de sécurité sociale. Donc attention sur ce point-là, à bien vérifier le contenu de la convention de sécurité sociale. Là encore, si vous souhaitez détacher le salarié, il y aura une action à faire pour pouvoir obtenir un certificat de détachement. Si le détachement est refusé ou si vous ne faites pas les formalités, le salarié sera expatrié d'un point de vue de la sécurité sociale et du coup, il devra cotiser en France. Dans ce cas-là, attention, l'employeur étranger devra s'immatriculer auprès de la CNFE, payer les cotisations ou faire appel à un représentant pour effectuer ces démarches. Attention, parce que le non-paiement des cotisations de sécurité sociale en France peut générer un risque de travail dissimulé avec des peines de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, et des peines complémentaires peuvent être prononcées pour les personnes morales, avec notamment une exclusion des marchés publics pendant une période de 5 ans, une amende qui peut être multipliée par 5 dans ce cas-là. Donc vraiment, attention sur l'obligation en matière de sécurité sociale. Et un point important aussi,
on a des retours sur des contrôles de plus en plus nombreux des URSSAF sur le fondement de la demande du A1. Beaucoup de sociétés font des demandes de A1 sur la base de l'article 12, alors que les conditions ne sont pas remplies. Et donc, les URSSAF essaient de remettre en cause le certificat A1. Donc, attention sur le fondement de demande du A1. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous pour les prestations de services internationaux en France est relatif à la fiscalité. Donc, quand le prestataire étranger va envoyer un salarié en France dans le cadre d'une prestation de service, nous recommandons là de vérifier au niveau de l'impôt sur le revenu et de l'imposition sur les salaires 2 points. Le premier point, c'est vérifier l'état de résidence du salarié qui va venir en prester en France. Et le deuxième point, s'il est non résident fiscal de France, c'est de vérifier le lieu d'imposition des salaires. La résidence fiscale de France va souvent générer l'étude du droit fiscal français et l'étude du droit fiscal du pays d'origine. Et en cas de conflit de résidence, il va falloir se référer à la convention fiscale qui a été conclue entre les 2 États. On peut être résident fiscal que d'un seul État. Et rapidement, pour rappel, les critères français pour vérifier la résidence fiscale, c'est le lieu du foyer, ou si on est célibataire, c'est le lieu de séjour principal, l'exercice en France d'une activité professionnelle ou avoir en France le centre des intérêts économiques. Donc ça, ce sont un des 3 critères peut générer une résidence fiscale en France. Et en cas de conflit, les critères fixés par la Convention modèle OCDE sont le foyer permanent d'habitation, puis le centre des intérêts vitaux, puis le séjour habituel, puis la nationalité. Donc attention, parce que la résidence fiscale peut générer une obligation fiscale illimitée en France pour le salarié. Donc s'il devient résident fiscal de France, il va devoir déclarer ses salaires en France en tant que résident fiscal de France. Et dans ce cas-là, le prestataire étranger a l'obligation de mettre en place un prélèvement à la source via le passereau. Pour ça, il y a des actions à faire. Il doit s'immatriculer et obtenir un numéro SIRET, s'inscrire sur le site net entreprise et ensuite donc effectuer les déclarations et les paiements. Dans certains cas, en fonction de là où se situe l'employeur, il a l'obligation de nommer un représentant en France pour effectuer ces démarches pour son compte. Le représentant en France va faire les démarches pour le compte du prestataire étranger via les identifiants du prestataire étranger. Attention de ne pas les faire, si c'est vous qui êtes nommé représentant en France, attention de ne pas faire ces démarches avec vos identifiants. Donc là, une obligation pour le prestataire étranger, si le salarié qui vient prester en France devient résident fiscal de France, attention au passereau. Si le salarié reste non résident fiscal de France, le prestataire étranger devra faire des prélèvements à la source, des retenues à la source trimestrielles via l'envoi d'un formulaire 2494 avec paiement de l'impôt à la source trimestriel. Et dans les 2 cas, que le salarié soit résident ou non résident, il aura l'obligation de faire une déclaration d'impôt sur les revenus en France. L'absence de ces déclarations de retenue à la source peut générer une pénalité fiscale de 10% plus application d'intérêt, de pénalité d'intérêt autolégal et des sanctions pénales pouvant conduire à de la prison. Donc attention à ces obligations fiscales. Un dernier petit sondage pour conclure justement sur ces obligations fiscales. On voit que ça peut générer des amendes et des sanctions pénales. Avez-vous pensé à mettre en place en interne un guideline et éventuellement communiquer aux prestataires étrangers de ces obligations fiscales en fonction des choix, en fonction des situations, s'il est résident ou non résident fiscal de France? Je vais maintenant passer la main à Sophie. Non, c'est plutôt Claubel. Bon, merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'aurez compris, sur cette 3e partie, nous allons parler un tout petit peu de digitalisation. La digitalisation, c'est un mot, une expression qu'on entend partout de nos jours. Elle a d'ailleurs été très fortement accélérée avec cette pandémie que nous traversons, au point où elle est tellement dans notre quotidien, au point où je doute qu'on ait encore réellement besoin de la définir. Mais à toute fin utile, voici la définition que nous pouvons retenir dans le cadre de cette présentation. Dès lors, la question qu'on peut légitimement se poser ici, c'est de savoir quelle est la plus-value de la digitalisation lorsqu'on parle de mobilité internationale et plus particulièrement de détachement de prestataires de services. À mon sens, et en l'espèce, justement, même en situation de détachement de prestataires de services, et comme l'a brillamment exposé l'intervenant tout juste avant moi,
de nombreuses obligations pèsent tout autant sur l'employeur étranger qui envoie donc un prestataire de service en France que sur l'entreprise d'accueil. En d'autres termes, il existe un réel enjeu de conformité. La conformité, sachant qu'elle peut avoir deux facettes, hein, elle peut être réglementaire ou elle peut même être interne. Ça pourrait d'ailleurs à ce titre être intéressant de faire un petit sondage afin de chercher à savoir comment les uns et les autres vous assurez le suivi de votre conformité. Un outil Excel, un outil Didier, etc. Mais bon, bref, revenons au sujet. Comment donc la digitalisation répond à cet enjeu de conformité? Premièrement, à mon sens, la digitalisation implique l'automatisation des processus de vérification. Pour rester encore une fois collé au sujet, cette co-responsabilité dont on a parlé tout à l'heure, ou cette obligation de vigilance qui pèse sur l'entreprise d'accueil, l'oblige directement ou indirectement à mettre en place un processus interne contraignant de vérification de la conformité du prestataire. Vous conviendrez aisément avec moi qu'automatiser ce processus à l'aide d'outils digitaux, donc j'entends, réduirait ou réduira indéniablement les risques de non-conformité. Cette automatisation peut se traduire dans un outil de diverses manières. Exemple, génération automatique de checklists ou affectation automatique de tâches aux différents membres de votre équipe. Ça évitera les cafouillages dont nous parlait un tout petit peu Marie tantôt, etc. Excusez-moi. En second lieu, à mon sens, la digitalisation est également un élément d'accès et de centralisation de l'information. J'aime bien d'ailleurs cette citation, mais j'oublie souvent l'auteur, qui dit que l'information est l'oxygène des temps modernes. Pour juste paraphraser cette citation, j'ai envie de dire que l'information ou l'accès à l'information d'humain est l'oxygène de la conformité. Ainsi, la digitalisation permet d'une part, et c'est la magie de la chose, de réunir l'ensemble des parties prenantes, dans notre cas, employeurs étrangers, entreprises d'accueil, au sein d'un seul écosystème digitalisé. La digitalisation permet également, souvenez-vous, j'ai parlé d'automatisation du process tantôt, de connecter donc auprès de l'un et ou de l'autre les éléments indispensables à la conformité de tous et de chacun. Sur cette même lancée, l'ensemble des documents collectés ou partagés demeure. Je mets le demeure entre griffes pour des raisons évidentes de RGPD. Donc, ces documents demeurent dans l'outil digital. Ils y sont centralisés, permettant aux uns et aux autres d'y avoir accès en cas de contrôle ou, pourquoi pas, le cas échéant d'un besoin interne. J'ai là en mémoire rapidement les situations où la difficulté de mise en place du télétravail l'année dernière au début du confinement. Aussi, et enfin, grâce à la digitalisation, des mécanismes d'alerte tendant à la mise à jour des documents peuvent même être implémentés. Ainsi, la conformité n'est pas juste présente, mais elle s'inscrit dans la durée. En définitive, à mon sens, et j'espère que vous partagerez, la digitalisation est une réponse pertinente, sécurisée, et je vous le souffle économique à la problématique de conformité, peu importe la situation de mobilité internationale dans laquelle vous vous trouvez, et plus spécifiquement, même lorsqu'on parle de détachés de prestataires de services. Mais tout ceci, ce n'est que des mots, genre, vous me diriez. C'est pour cela que je vais laisser la parole à Sophie Cerisier pour qu'elle vous illustre à travers une démo mes différents propos. Mais si tu me donnes juste 2 secondes, Sophie, j'ai juste une idée de sondage qui me chatouille l'esprit. Il pourrait être en ce sens fort intéressant de chercher à savoir est-ce que les uns et les autres, vous aviez déjà pensé au recours à la digitalisation pour la gestion des détachés prestataires de services? Je vous remercie. Merci Claubel pour ce passage de relais. Alors pour ma part, je vais vous faire un partage d'écran. Alors, vous allez me dire si vous voyez mon écran s'afficher. Alors là, je ne vois plus personne. Alors, si quelqu'un juste peut me dire oui, ça fonctionne bien, on voit ton écran. Oui, ça fonctionne bien. C'est bon, Sophie. Super, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter, pour illustrer effectivement les propos qui ont été tenus par Claubel, mais également auparavant par Marie et Mathieu, comment, par le biais d'une solution digitale, la gestion de ce sujet s'agissant des prestataires de services en France peut être gérée de façon conforme en automatisant des processus. Donc, avant de démarrer,
Je vous précise que cette solution que je vous présente là aujourd'hui, elle est paramétrée pour les besoins de la démo. Donc, vous voyez intégré là sur le bas, je fais glisser ma souris. C'est un process que nous mettons, que nous mettons de façon pré-paramétrée, mais qui est adapté tout à fait, qui colle tout à fait au process de l'entreprise quand elle est implémentée. Donc cette solution, elle est paramétrée, de façon automatique, mais elle s'adapte évidemment à chaque fois au process de l'entreprise et aux différentes tâches que souhaite intégrer l'entreprise. Donc l'objectif de cette solution, qui est complètement dédiée à la gestion des mobilités internationales dans leur ensemble, elle est de centraliser l'information dans un environnement qui soit sécurisé, comme l'a précisé Claubel, et de rassembler tous les acteurs qui vont intervenir sur les différents dossiers de mobilité. Donc ça, c'est à définir dans l'entreprise qui a accès à quoi, mais ça permet de centraliser cette info et de la partager, et ainsi de fiabiliser l'information qui va être gérée, et ce qui va permettre un gain de temps, mais particulièrement un gain de conformité. Donc, en effet, s'agissant du détachement des prestataires de services en France, on l'a vu, la co-responsabilité implique des obligations, particulièrement celui du contrôle de la conformité. Donc, on va voir en quoi cette solution digitale permet de répondre à ces enjeux de conformité réglementaire et des process internes de l'entreprise. Notamment quand il y a le cas d'une demande d'injonction. Pour démarrer, nous sommes ici sur le dashboard, c'est-à-dire la page d'accueil de la solution, ce qui permet de voir où sont positionnés l'ensemble des personnes en mobilité internationale et de voir où sont placés les différents dossiers sur le process, et d'avoir les KPI qui correspondent. Donc, s'agissant des prestataires de services en France, on va pouvoir ici zoomer directement sur le pays et voir apparaître les différents dossiers qui sont concernés et où ils en sont dans la gestion de leurs différentes démarches. Donc, pour pouvoir avoir une vue de ces prestataires, de ces différents salariés prestataires de services, on va avoir ici une liste. On va rassembler la liste des prestataires qui sont en gestion, et on va pouvoir rentrer sur le dossier directement d'un salarié. Et en rentrant dans le dossier d'un salarié, on va pouvoir y trouver de façon centralisée l'ensemble de ces informations. Ce soit l'ensemble de ces informations de ces mobilités en cours ou passées, ces éléments de rémunération, ces informations, donc là, évidemment, l'ensemble des champs est paramétré selon les besoins de l'entreprise, avec possibilité, ça je vous montrerai à chaque fois, d'effacer, d'enregistrer c'est avoir aussi accès à l'ensemble de ces documents. Excusez-moi, je suis à la maison, j'ai un réseau un petit peu capricieux. Donc là, on va pouvoir voir de façon centralisée qui a accès au dossier et sur quelle tâche ou sur quel rôle affecté sur ce dossier. On va pouvoir supprimer évidemment les gestionnaires et centraliser ici ces documents, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, quand on parle de mobilité, on va pouvoir, et vous allez le voir de façon automatique, gérer la création d'un détachement. Donc, je ne vais pas faire tout le process parce qu'on a déjà un petit peu débordé. Quand on a sa liste de salariés, on peut lui créer une mobilité. La création se fait ici. Par exemple, il va partir, je ne sais pas moi, de Pékin pour arriver à Paris. Je remplis pas tous les champs, c'est juste pour vous montrer que c'est très, très simple à remplir. Là, on peut entrer son type de mobilité, donc rentrer le cas d'un détachement, etc. On continue, on rentre sa période et ça va vous créer de façon automatique, générer de façon automatique une checklist de tâches qui va correspondre à votre processus et qui va pouvoir vous aider à le gérer pas à pas de façon à garantir tous les aspects de conformité qui ont été évoqués précédemment. Donc, on va avoir une checklist de tâches. À chaque fois que la tâche a été réalisée, on va la checker, ce qui nous permet d'avancer sur le process. Et alors, on va rentrer dans le détail d'une tâche. Donc,
également, je vais aller assez vite. Une fois qu'on a pu voilà, suivre l'ensemble des informations, on va pouvoir suivre pas à pas chaque tâche à accomplir. Donc, affecter des gens directement à la réalisation de cette tâche, qui correspondent à la liste des personnes qui sont autorisées à agir sur le dossier. Donc, voilà, on peut choisir que voilà, Leïla agisse sur cette tâche. On va pouvoir laisser un commentaire. Merci Leïla, voilà, de garantir la réalisation de cette tâche. Et donc, on va enregistrer ce commentaire que l'on va pouvoir garder, suivre. On sait exactement qui a envoyé quoi et qui agit sur cette tâche. On va pouvoir avoir de l'information sur le contenu de cette tâche. Et alors là, je vous ai ouvert une tâche qui est un peu particulière, qui va vous permettre aussi d'aller collecter de la donnée. Donc, soit de façon automatisée, c'est-à-dire qu'on va écrire un email directement qui est automatique dans la solution. Cet email va générer directement auprès de l'entreprise prestataire une requête et quand il va répondre, tous les éléments qu'il va envoyer vont être incrémentés directement dans la solution en plaçant les informations et les documents aux bons endroits. Donc voilà, avec évidemment un système d'alerte sur les tâches qui est généré de façon automatique, qui vous envoie des rappels. On peut s'envoyer des rappels par email ou prévenir un collaborateur. Donc une fois qu'on avance sur la réalisation de cette mobilité, vous retrouvez sur votre page d'accueil la mobilité qui avance sur son process, ce qui fait que vous voyez exactement où on en est et où sont les informations concernant chaque salarié en cas de contrôle notamment. Pareil pour la partie documentaire. Donc, on va avoir rassemblé ici les documents des salariés, alors soit de façon globale, voilà, dans l'onglet transversal, soit de façon, comment dirais-je, gérée par dossier. Et alors, comment ça se passe? J'en ai mis j'ai mis qu'un exemple pour illustrer le propos que je tiens. Donc, on va pouvoir stocker ici, avec un upload très simple de documents, on va pouvoir stocker ici les documents, choisir ce que l'on fait avec ce document, le ranger là où on veut, et surtout, on va pouvoir y intégrer une date d'expiration ou de demande de renouvellement. Ce qui fait que pour l'ensemble des documents et des éléments qui ont été mentionnés auparavant, on va pouvoir gérer toute la partie conformité en s'envoyant des alertes, soit d'expiration, soit de demande de renouvellement, qu'on reçoit soit dans la partie notification ici, soit par rappel, avec un rappel email. Donc voilà, je vous ai présenté les grandes lignes et la façon dont on peut gérer un process de façon tout à fait automatisée. Bien sûr, il est possible d'ajouter des choses à la main pour garder la flexibilité. Bien évidemment, cette solution, elle nous permet de gérer de façon conforme au RGPD l'ensemble de ce process pour les prestataires de services. Et ça nous permet, pour les entreprises qui gèrent plusieurs types de mobilité à l'international, de centraliser l'ensemble de cette information et de suivre l'ensemble des points de conformité. Voilà. J'ai été assez rapide. Je vais stopper mon partage d'écran. Merci Sophie, merci beaucoup à tous. Je vous propose, on est un peu short dans les délais, je vous propose qu'on prenne quand même quelques minutes pour les réponses, si ça vous va. Ouais, on fait ça. Donc on avait une première question de Marie d'AXA. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver. Voilà, pourriez-vous s'il vous plaît nous indiquer les différences entre la prestation de service et la mise à disposition de personnel? Ça c'est une question pour Marie. Oui, alors en fait, je ne sais pas si vous parlez de la mise à disposition dans le cadre d'un contrat de mise à disposition entre une entreprise de travail temporaire à l'étranger et l'entreprise d'accueil. J'imagine que c'est ça. Alors c'est différent parce que justement, dans le cadre d'une prestation de service, il y a un contrat de prestation de service entre l'entreprise étrangère et l'entreprise d'accueil. C'est différent pour la mise à disposition puisque c'est une entreprise de travail temporaire, donc c'est spécifique uniquement pour le travail de ces salariés issus de l'entreprise temporaire. J'espère que ça répond à votre question, si c'était bien ça. Génial. Si c'est par rapport au droit du travail français, attention, la grosse différence, c'est que sur la mise à disposition, le salarié va continuer à travailler pour le compte de l'entité d'origine et vous allez refacturer, il va travailler pour le compte de la société d'accueil et vous allez du coup refacturer la rémunération du salarié de l'entité d'origine à l'entité d'accueil
mais sans marge, c'est à l'euro près, sinon on tombe dans le prêt de main-d'œuvre illicite. Merci Mathieu pour le complément. On avait une question d'Audrey qui demande quels sont les critères qui définissent la dignité d'un hébergement collectif. Alors, je crois que Vincent a répondu à cette question. Alors, il y a des points un peu techniques. Enfin, je peux préciser, j'ai vu que Vincent effectivement avait précisé, mais grosso modo, pour les logements collectifs, il y a une surface minimum, une certaine hauteur, il faut que ce soit aéré, il faut qu'il y ait des ouvertures, il faut qu'il y ait une température minimale et maximale. Voilà, ça reste des critères assez objectifs. Mais voilà, vous pouvez, si vous voulez, on peut vous envoyer un détail plus précis. Mais grosso modo, voilà les éléments qui sont pris en compte. Top, merci Mathieu. Une question d'Alice pour toi aussi Mathieu, de détachement pour compte. Où trouver l'extrait indiquant que les chercheurs ne sont pas concernés par la déclaration? On a eu un retour de Vincent aussi, si tu veux compléter. Alors, je regarde ce que dit Vincent. Oui, c'est ça. Ça a été précisé effectivement par un arrêté. Et je vais vérifier parce qu'il me semble qu'il y a un autre texte qui est venu préciser les obligations et les cas d'exonération. Donc, je vais vérifier s'il n'est pas dans le dernier texte qui est sorti. Et je ne manquerai pas de vous le communiquer. Super, merci beaucoup. On avait une autre question d'Audrey. Est-ce que l'entreprise d'accueil doit pouvoir fournir des fiches de paye aux normes françaises si l'employeur ne les fournit pas? Alors, en fait, c'est évidemment les informations dans le cadre d'une prestation de service sont souvent sensibles et très confidentielles parce que les entreprises ne font pas partie du même groupe, donc c'est normal que ce soit sensible. En réalité, c'est évidemment l'employeur qui doit fournir les fiches de paie normes françaises en cas de contrôle. Mais ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que si en cas de contrôle, l'entreprise employeur ne fournit pas les fiches de paie, c'est à l'entreprise d'accueil française d'enjoindre l'entreprise étrangère de fournir ces fiches de paie et de transmettre ces documents à l'inspection du travail. Voilà, c'est pour ça qu'on le mettait dans les obligations de l'entreprise d'accueil parce que ça fait partie de l'obligation de vigilance. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie. Un dernier point, une dernière question de Charlotte. Comment apprécier la durée de la mission en cas de renouvellement? Exemple, 8 mois plus 6 mois. Est-ce que le Code du travail s'applique en intégralité à compter du 12e mois ou à compter du premier jour du renouvellement? Et on avait aussi un retour de Vincent sur cette question. Si vous voulez compléter, peut-être Mathieu ou Marie. Alors, je n'ai pas vu la réponse de Vincent, mais il y a la possibilité déjà de faire une demande d'extension, de passer de 12 mois à 18 mois. Donc, dans votre cas, il me semble que c'est 8 plus 6. On pourrait être dans ce cas. Et si la demande d'extension est refusée ou si elle n'est pas effectuée, eh bien, il faut du coup, à partir du 12e mois, même si c'est un renouvellement, appliquer l'intégralité du droit du travail français. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. S'il y a d'autres questions, je vous invite à nous contacter par email pour qu'on puisse y répondre. On a un petit peu dépassé. Merci beaucoup tout le monde. Bravo à nos experts pour cette nouvelle intervention. J'espère que vous avez trouvé ça globalement intéressant. On vous envoie dans les minutes qui viennent le replay du webinaire, comme ça vous pouvez partager. C'était un plaisir, Expateo et Vaughan Avocat d'échanger et puis de co-animer ces 3 webinaires ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion d'en préparer d'autres. On se disait que vous pourriez nous faire des propositions, vous participants, de sujets qu'on pourrait aborder du coup dans les mois qui viennent, donc des idées de sujets à nous soumettre. N'hésitez surtout pas. Voilà, et puis restez connectés pour notre actu sur LinkedIn. Très bonne journée à tous, passez un bel été et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde.